Bonjour à tous. Donc nous, on passe à un autre secteur, on va dire pratique, pragmatique, donc la question de l'urbanisme en URSS. Alors là, il faut sauter de quelques années finalement après la guerre civile pour aller à la question donc, du développement de l'industrie lourde et du premier point quinquennal qui amène comme conséquence directe la nécessité de moderniser les infrastructures urbaines russes. Parce qu'il faut bien voir que l'essentiel de la Russie avait finalement un assez petit nombre de grandes villes urbanisées et industrialisées. Donc, autrement dit, un manque, on va dire, d'infrastructures urbaines qui permettait de moderniser le pays à l'échelle d'un grand pays industriel, donc mondial. Donc, toute cette question de l'aménagement des villes existantes est assez largement, on va dire, discutée pendant les années 1920 et très vite abandonnée comme impraticable et se pose donc la question donc, de réaliser donc, des villes nouvelles qui sont directement liées à une production donc, d'industrie lourde, type aciérie, donc type textile, etc., qui fait que se pose la question de loger très vite des milliers d'habitants. Donc ça va, on va dire, de 10 000 habitants jusqu'à 700 000 habitants. Sauf qu'une ville, vous ne la concevez pas en 10 jours. Donc c'est toute la question, on va dire, de savoir comment les soviétiques ont développé ces sujets. Donc au début, les premières tentatives vraiment pour réaliser donc, des villes neuves, donc c'est plutôt dans l'Oural, pour des régions minières évidentes, avec tout ce qui est, on va dire, sous-sol en cuivre, en fer, en minerai de fer, etc., qui font que c'est une zone stratégique pour le développement de l'industrie lourde soviétique, mais c'est aussi une zone avec un climat particulièrement difficile, particulièrement inhospitalier, qui pose évidemment des difficultés donc primordiales pour, par exemple, le transport des matériaux, et aussi pour, on va dire, arriver à construire une ville avec un climat extrême. Vous pouvez facilement avoir du moins 40 l'hiver. Moins 40, le ciment, c'est sûr, ça gèle. Hein. Vous ne tiendrez à rien dans ces conditions. Donc, les premières tentatives, ce sont des concours, comme ici donc, pour Magnitogorsk en 1930, vous avez un peu la fine fleur des théoriciens soviétiques qui essaient de réfléchir à l'invention d'une ville qui soit différente des villes traditionnelles. On pense à un urbanisme linéaire sur lequel toutes les fonctions de la ville sont étalées sur donc, une ligne continue et avec des systèmes de transport assez élaborés qui permettent on va dire, de disposer les industries les plus loin possible des centres d'habitation, donc autrement dit un confort de vie plus important. Donc projet visionnaire, brillant intellectuellement, mais pensé totalement hors sol, puisque c'est des plans qui sont réalisés à Moscou avec une méconnaissance totale du site. Donc évidemment, c'est le genre de choses qui très vite pose problème, puisqu'on voit très vite le côté irréalisable de la chose. Alors, le projet qui gagne ce concours de Magnitogorsk, c'est celui-ci donc par un architecte beaucoup plus traditionnel, de formation pré-révolutionnaire. Et l'idée globale, c'est Cité-Jardin. Ça, Cité-Jardin en Belgique, vous connaissez. Vous en avez construit dans les années 1920 jusqu'aux années 1950. Donc, c'est un peu cette logique-là de l'urbanisme à l'anglaise, donc avec un maximum d'espace vert et la séparation des fonctions industrielles. Donc, une conception traditionnelle, mais qui était déjà connue en Russie, et qui se développe globalement dans les années 1930 aussi en URSS. Donc, ce plan gagne le concours, mais lui aussi est réalisé à Moscou, et très vite, lorsqu'on tente de réaliser le plan sur place, on réalise que c'est totalement irréalisable. Donc, second échec pratique. Donc, pour résoudre ce problème, Moscou décide de faire appel à des spécialistes étrangers. Pour une raison très simple, ils considèrent que des gens comme Leonidov ou Tchernychev sont plus des théoriciens où ils manquent d'expérience pratique. Donc on se pose la question de faire appel à des spécialistes allemands, américains, britanniques, français qui ont déjà une expérience urbaine, surtout pour aller plus vite. Parce que c'est la nécessité d'ouvrir les hauts fourneaux le plus vite possible et également de loger les ouvriers le plus vite possible. Fait appel donc à Ernst May qui avait une grande expérience donc de l'urbanisation à Francfort pour le logement ouvrier, donc 3000 logements ouvriers par exemple construits en 1926 à Francfort, ce qui est quand même pas mal. Donc autrement dit un homme qui a une certaine expérience et on considère que c'est, on va dire, un professionnel capable de s'adapter à l'URSS. Donc voici le plan qu'il propose pour Magnitogorsk. Et globalement, c'est un peu une synthèse entre un urbanisme linéaire, donc on va dire
sur donc, une ligne et surtout repousser l'industrie le plus loin possible. Bon, là encore, c'est un plan qui est brillant intellectuellement parlant, mais qui, on va dire, manque un peu, on va dire, de sens pratique. Donc, très vite, là encore, se posent des difficultés, le manque de matériaux, une unique voie ferrée pour amener justement les briques, le ciment, etc. Donc, on essaie de réaliser les bâtiments avec ce qui est disponible sur place, c'est-à-dire très peu de matériaux. Donc, c'est vraiment une ville qui donne lieu à une catastrophe pratique absolument dantesque, qui fera hurler donc Orjono Tidze, le commissaire à l'industrie lourde, qui dira que c'est une insulte au socialisme de parler de ville socialiste, dans le cas de Magnitogorsk. Donc évidemment, un échec qui pèse très lourd, on va dire, pour l'Union soviétique, au sens propagande, au sens capacité à réaliser les objectifs, et qui font que là aussi, il y a un virage qui se passe au niveau esthétique et technique pour faire à nouveau appel à des spécialistes russes qui, eux, cette fois-ci, sont plus largement triés sur le volet, un peu en fonction de leur expérience antérieure et de leur capacité à s'adapter à des contextes extrêmement difficiles. Donc, je vous montre une autre ville donc, pour laquelle j'ai pu faire dans des archives donc, directement sur place, ainsi qu'à Magnitogorsk d'ailleurs. Et ce sont des projets qui n'ont pas été publiés pendant des années et qui sont brillantissimes à plusieurs points de vue, parce que là, vous avez quand même une modification, on va dire, des conceptions urbaines vers quelque chose qui est plus un retour vers l'urbanisme traditionnel, un retour à des grandes compositions urbaines pour donner une identité visuelle à la ville. Et vous pouvez voir sur ce dessin des éléments qui sont assez étonnants, avec des places en ellipse, des corrections optiques, des bâtiments en forme de pentagone, etc. Donc tous des éléments qui sont pris à l'urbanisme italien de la Renaissance, mais qui sont appliqués à une grande ville industrielle moderne. Et ça, c'est littéralement l'invention de la culture stalinienne des années 1930, c'est-à-dire que vous avez une ville qui est pratique d'un point de vue technique, vraiment une ville qui est étudiée avec une logique industrielle, mais qui, formellement parlant, reprend des éléments de la tradition mondiale, parce que tout simplement, le communisme est censé être l'aboutissement de l'histoire, selon Marx. Donc, en termes d'urbanisme, ça, c'est l'application de la théorie marxiste à l'urbanisme. C'est-à-dire que vous devez réaliser une synthèse culturelle, et l'Union soviétique doit être le territoire de cette synthèse. Donc visuellement, ça donne ça, donc en perspective, et vous voyez bien à quel point c'est un ensemble qui est, on va dire, majestueux, donc formellement, donc vraiment le côté culture traditionnelle, mais en même temps, il y a une grande emphase donnée à la question des transports, de l'efficacité des lignes de tramway, de la facilité des espaces piétons, donc pour, on va dire, les ouvriers, et l'importance des espaces verts. Donc là, c'est véritablement une ville qui est conçue de A à Z et qui synthétise plusieurs éléments avec une très grande efficacité théorique et esthétique. Alors, par exemple, voici le type de projet qui est envisagé pour la ville. Donc ça, c'est des bâtiments qui sont conçus pour être préfabriqués en usine, donc montables en une semaine sur place. Sachant que habituellement, pour un bâtiment de cette taille, il faut environ 4 mois pour une réalisation ordinaire. Donc là, 10 jours. Donc techniquement parlant, Ginzburg et son équipe ont accéléré les méthodes de production pour finalement aller aussi vite que la production industrielle. Donc c'est une avancée pratique absolument majeure. Bon, malheureusement, le projet n'est pas réalisé puisque Orjono Tidze fait partie de ceux qui disparaissent dans la tourmente des purges de 1936-1937. Et Ginzburg, évidemment, au passage, voit tous ces projets donc enterrés. Ensuite, vous avez le déclenchement de la Grande Guerre patriotique en 1941 qui fait que les projets originaux brûlent dans la disparition des archives à Moscou en 1941 pour éviter que, potentiellement parlant, les Allemands ne prennent possession des archives de l'industrie lourde. Puisqu'évidemment, imaginez s'ils prenaient possession de tous les plans d'usine, oups. Mais bon, quand même, certains éléments sont réalisés. Donc vous avez ce type de projet où vous voyez bien que globalement c'est une logique qui est un peu synthétique entre une certaine abstraction moderne et en même temps quelques retours d'éléments formels. Donc il y a toujours de la synthèse. Donc ce qui est réalisé quand même est assez honorable étant donné les tourmentes de la purge. Et justement,
il faut aussi dire la question finalement des difficultés pratiques. Là, je vous montre une caricature qui est beaucoup plus tardive, mais qui est quand même très révélatrice des difficultés de l'URSS à mettre en accord, on va dire, ses objectifs et la réalité pratique. Et là, vous avez un peu le côté bureaucratique de la chose qui est caricaturé, avec le côté les matériaux qui sont livrés au compte-gouttes pour chaque chantier, avec littéralement le comptable en chef. Donc là, c'est une caricature qui est à la fois très excessive, mais en même temps qui est très vraie sur les limites, on va dire, du système. Alors, ça me fait passer à finalement l'après-guerre, puisque vous imaginez bien qu'avec la guerre, il y a d'autres priorités. Et surtout en 1945, le comité d'État pour donc l'urbanisation a évidemment comme priorité la reconstruction de villes comme Leningrad, Stalingrad, Minsk, Kiev, ainsi de suite. Donc on abandonne un peu la politique des villes neuves, donc des villes qui sont, on va dire, contrôlées de A à Z, pour, on va dire, vraiment reconstruire le pays. Donc c'est un peu la priorité des années 1945-1955, en 10 ans l'essentiel est fait. Donc là aussi c'est quand même un espoir. Et finalement, c'est à la fin de l'ère stalinienne, donc en 1951-1952, qu'on commence à reposer la question de reconstruire donc des villes neuves pour finalement accélérer la production industrielle. Et l'une de ces villes qui est étudiée donc à ce moment-là, c'est une ville d'envergure moyenne à l'époque, Togliatti. Et vous voyez avec le plan ce que ça donne. À gauche de l'image, une espèce de cité-jardin, donc la continuation de ce que je vous ai montré au début. À droite, vous avez un plan avec, on va dire, des grandes perspectives monumentales, avec une patte d'oie quasiment comme au château de Versailles, donc vraiment l'urbanisme plus classique, stalinien. Et vous avez l'usine au-dessus, qui est beaucoup plus proche. Donc en gros, vous avez un peu un recul pratique et théorique dans ce type de projet. Bon, l'architecture qui est étudiée pour de telles villes est de taille moyenne, puisque l'objectif c'est de faire des bâtiments qui sont toujours réalisables très vite. Éviter les ascenseurs, parce que les ascenseurs c'est coûteux à l'entretien, c'est cher, et on a dit du mal à les produire. Donc on fait des bâtiments qui sont bas, qui sont horizontaux, parce que de toute manière l'espace ne manque pas en Russie. La question de la densité n'est jamais un problème en Russie, donc l'étalement horizontal des villes est faisable. Ça donne aussi ce type de bâtiments qui sont toujours des bâtiments standardisés, des plans types qui sont réalisés à Moscou et qui s'adaptent en fonction du climat, donc de la région dans laquelle elles doivent être construites. Donc un urbanisme très simple, mais qui permet de construire des logements avec, on va dire, des conditions de vie qui sont un net progrès par rapport, on va dire, à la situation, on va dire, de la Russie de 1910. Bon. Sur la Volga, ça donne ça, puisque Togliatti est situé sur la Volga. Bon, je ne vous parlerai pas du barrage, je n'ai pas le temps, mais vous voyez le côté très horizontal des villes qui sont envisagées. Et une photo donc, de l'état actuel pour vous montrer donc, le type de bâtiment. Et là, il y a un côté, on va dire, qui est beaucoup plus patriotique dans ce type d'architecture, puisqu'il y a un côté néoclassique qui est très très net et qui reprend un peu ce qu'on a appelé en Russie le style 1812, c'est-à-dire le style de la reconstruction de Moscou. Donc on dit 1812, victoire contre l'envahisseur français, 1945, victoire contre l'envahisseur donc allemand. Et ce type d'architecture a un fond, on va dire, de patriotisme russe qui est très très net. Bon, je n'insiste pas plus là-dessus puisque je veux passer assez vite quand même, on va dire, à ce qui fait, on va dire, un peu l'intérêt de la continuation de cette politique des villes neuves, c'est-à-dire que ce n'est jamais vraiment remis en cause sur toute la durée de l'existence de l'URSS. Se pose toujours la question, on va dire, de moderniser les infrastructures industrielles, d'étendre leur importance. Et en particulier, l'une des priorités donc, de Khrouchtchev après donc, la mort de Staline, c'est par exemple de moderniser l'industrie automobile russe qui est véritablement très en retard par rapport à l'Allemagne ou l'Italie ou la France. Et là, donc, l'accord qui est mis avec donc, la firme Fiat permet de construire une usine de 700 hectares. 700 hectares, vous imaginez ce que c'est gigantesque. Donc l'usine fait environ 4 km de long pour produire 3 millions d'automobiles à terme. Donc un monstre industriel qu'on choisit de placer à Togliatti parce que c'est une petite ville qui est très bien desservie d'un point de vue ferroviaire. Il y a aussi la fleuve pour aussi les transports. Donc l'usine est construite en 2 ans et demi, ce qui est quand même un exploit étant donné la taille. Et on donne priorité à l'architecte qui est nommé pour étendre donc, la ville de Togliatti de pouvoir construire la première tranche de la ville en 10 mois.
10 mois. Sachant que la moyenne des projets urbains sur une ville existante, c'est 5 à 10 ans. Si vous voulez faire une rénovation de quartier dans un ensemble, il faut minimum 5 ans. 1 an de planification, 4 ans d'exécution, à peu près. Là, on lui donne 10 mois pour loger environ 100 000 habitants. Donc un cauchemar pratique pour un urbaniste. Mais Rubanenko, l'homme qui est choisi pour ça, a une longue expérience depuis les années 1930. C'est un homme qui est entouré d'une équipe d'étudiants extrêmement dynamique. Merci. Et ce qui fait que le projet de la ville est un peu la synthèse, on va dire, de l'expérience soviétique antérieure. Et c'est aussi une réponse idéologique au projet, on va dire, du monde occidental, en particulier les projets de Le Corbusier pour Chandigarh en Inde, les projets de Brasilia, donc avec le Sternmeyer au Brésil. Donc il y a vraiment un côté, on continue de la politique soviétique et en même temps on répond à l'Occident en montrant que l'Union soviétique est toujours capable de réaliser des objectifs de cette ampleur. Bon, je passe un peu sur la maquette de la ville qui est envisagée. Je vous montre aussi vite fait ce projet pour le centre civique de Togliatti. Et ça aussi, ce sont des projets intéressants parce qu'il y a un peu un retour à une logique moderne, une logique, on va dire, d'architecture contemporaine qui est très nette à cette époque. Il y a aussi un côté quasiment science-fiction dans ces projets qui est peu lié à la conquête de l'espace, puisque c'est quand même l'élément clé de la propagande de l'Union soviétique à l'époque, c'est-à-dire que de conquérir les étoiles après le vol de Gagarine. Donc l'architecture suit un peu, on va dire, le train dans l'affaire, avec le retour, on va dire, à une exaltation de la modernité pour montrer que l'Union soviétique est toujours un régime d'idéal, un régime qui est à la pointe du progrès. Donc ça, littéralement, la mission de l'architecte, c'est de continuer cette logique soviétique et de montrer que c'est adapté à l'évolution de la société des années 1960-1970. Là aussi, il y a aussi une réponse aux projets américains de l'époque, à Togliatti, qui font que c'est une ville qui est vraiment prioritaire à la fois d'un point de vue industriel et de propagande. Bon, voilà ce type de dessins qui sont assez magnifiques par leur abstraction. C'est quasiment un poème abstrait, ce type de dessin. Et c'est vraiment une réalisation qui est assez brillante d'un point de vue conceptuel. Bon, un des bâtiments dans le clé de la ville, des équipements, on va dire, collectifs, palais de la culture, bibliothèque, théâtre, qui montrent bien que la logique un peu des années 1930 d'avoir un maximum des équipements pour le peuple est continuée, mais avec, on va dire, des logiques formelles différentes. Le logement, donc là, il y a un peu le côté, on va dire, grande barre d'immeubles, donc tout ça, c'est préfabriqué. Hein. Ce sont des bâtiments qui sont étudiés pour être constructibles en une semaine. Une semaine. À la même époque, en France, pour livrer un HLM, il fallait environ 8 mois. Donc ça vous vraiment, c'est juste des chiffres pour comparer l'efficacité des méthodes de production soviétiques. Donc voilà, un cahier de préfabrication pour vous donner ce que ça donne. Tout est calculé de A à Z pour avoir véritablement des bâtiments qui sont constructibles avec environ une quarantaine d'éléments. Donc 40, c'est très peu, sachant que dans un bâtiment, on va dire classique, il faut environ 250 à 300 éléments minimum. Donc voici ce que ça donne en perspective, donc vue vol d'oiseau. C'est un urbaniste qui peut faire peur, on va dire, par son côté massif, brutal, vraiment ample, qui est pensé vraiment à très grande échelle, avec un très large déploiement horizontal. Mais c'est en même temps un urbaniste qui est efficace, qui est bien pensé, où tout est calculé pour qu'on puisse aller à un commerce, à une école en 5 minutes à pied, et que les trajets donc en bus, etc., ne prennent pas plus de 20 minutes. Donc pour aller au travail, etc. Donc tout est très soigneusement calculé donc, au niveau de l'échelle. Donc toujours une école environ à 200 mètres de chaque ensemble d'habitation. Donc vraiment, ça peut être un urbaniste qui fait peur parce que il y a un côté gris, un côté, on va dire, un peu industriel qui est assez effrayant, totalitaire, on peut bien le dire. Mais en même temps, si on regarde bien derrière un peu cette image effrayante, il y a quand même une qualité de conception qui est quand même assez admirable. Bon, je finirai sur le type d'immeuble, je pense, des équipements collectifs. Vous avez toujours un peu le côté propagande avec, l'exploration spatiale qui est devenu finalement le grand mot, on va dire, de l'Union soviétique des années 1970. Le dernier grand rêve de l'URSS.
Et je finirai sur cette image pour montrer aussi le côté de l'insertion dans le paysage, là de bâtiments qui sont conçus pour le loisir à travers la forêt. Donc, toujours ce côté un peu liaison entre la nature et l'habitat populaire qui est un peu, on va dire, une constante de ces villes neuves soviétiques. Et donc en gros, Togliatti, c'est finalement une des villes qui a réalisé sur le tard l'essentiel des objectifs soviétiques et qui fut un des derniers grands succès du régime en la matière. Je vous remercie.